Demain sera discuté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à protéger la jeunesse de la vague pornographique qui s'est abattue sur elle. Que s'est-il donc passé pour en arriver là ? À la fin de l'automne dernier, l'association Stop au porno, que j'ai l'honneur de présider, a écrit au Premier ministre pour lui demander de faire de la lutte contre la pornographie une grande cause nationale en 2020. Cette demande était importante car lorsqu'un sujet devient grande cause nationale sur décision du Premier ministre, cela met le sujet en question sous le feu des projecteurs et cela permet de bénéficier de temps de parole dans les médias. Parallèlement à cette lettre écrite au Premier ministre, l'association Stop au porno a contacté Citizen Go qui a accepté de mettre en ligne une pétition visant à appuyer cette demande. De fil en aiguille, et sollicitée par Stop au porno, Madame Agnès Thiel, députée de son État, a accepté de déposer un projet de loi sur le sujet, projet qui sera discuté à l'Assemblée nationale le mardi 21 janvier, c'est-à-dire demain. Pour la suite du combat farouche que mène l'association contre le tsunami pornographique, ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale revêt une importance considérable. En effet, le président Macron, dans un discours à l'UNESCO en fin d'année dernière, a déclaré vouloir protéger les enfants de la pornographie. Le projet de loi discuté demain à l'Assemblée nationale va précisément dans ce sens. De deux choses l'une. Ou bien le discours de l'UNESCO n'était qu'un leurre pour endormir les Français et il ne se passera rien demain à l'Assemblée nationale. Ou bien ce discours avait un véritable objectif de lutte contre la pornographie et le projet de loi de demain devrait être accueilli très positivement par le Premier ministre. Nous sommes donc sur le sujet de la lutte contre la pornographie à la croisée des chemins. L'heure de vérité sonnera demain. Nous saurons à ce moment-là si la puissance publique entend se saisir du problème ou tout simplement l'enterrer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La déconstruction générale de la société française s'accélère d'année en année. Sur tous les grands sujets, déconstruction économique, immigration incontrôlée, déficit public insupportable, accroissement de la pauvreté, islamisation de la France, déconstruction sociétale, et j'arrête là cette liste sans fin, chaque année qui passe aggrave la situation de l'année précédente. Le monde de la résistance, qu'il s'agisse des résistants de la première heure ou de la dernière heure, commence à douter, laisse entrevoir sa perplexité et tombe parfois dans le pessimisme le plus noir. La question qu'il se pose est bien légitime. Tout n'est-il pas fichu? Faut-il encore résister? Le pessimisme ambiant est bien compréhensible. Les dérives sociétales successives votées par le législateur depuis des années tendent à prouver que résister ne sert à rien. La loi Taubira est à cet égard exemplaire. Rien n'a fait dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette loi. Globalement, le monde de la résistance a acté cette dérive et a décidé de passer à autre chose. Erreur tragique, puisque la chose suivante est la PMA. Rien ne fera dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette nouvelle loi. Cette nouvelle dérive sera actée par le monde de la résistance qui passera à autre chose, c'est-à-dire à la GPA. Toutes les dérives s'empileront ainsi les unes après les autres. Revenons à la PMA. Il y avait un rayon de soleil pour le monde de la résistance. Ce rayon s'appelait le Sénat, dominé par l'opposition et qui allait donner de la voix. Pour avoir donné de la voix, le Sénat a donné de la voix. Il s'est couché devant le projet de loi bioéthique proposé par le gouvernement et le rapporteur du parti Les Républicains a même aggravé les choses. Il en est résulté que ce rapporteur, qui au demeurant était une femme, s'est fait reprendre par Madame le ministre Agnès Buzyn, qualifiant d'eugéniste un amendement proposé par les Républicains.
Ce qui est tout de même un comble, ce qui est une inversion extraordinaire. Les républicains, pseudo-garants d'une pseudo-vision de droite de la société, ont donc enfourché joyeusement, fouette cochée, le cheval de bataille déconstructiviste de la macronitude en marche. Les résistants se pincent, se frottent les yeux, se cognent la tête contre les murs pour se réveiller en pensant que c'est un cauchemar. Hélas non, ce n'est pas un cauchemar. L'opposition du Parti républicain au Sénat est à la résistance ce que la ligne Maginot fut à la protection de la France. Un leurre, une illusion, une tromperie. Cela dit, les petites graines de résistance, semées un peu partout, vont bien finir un jour par donner des racines fortes sur lesquelles le monde de la résistance pourra s'appuyer pour gagner enfin les combats qu'il mène. Espérons simplement qu'il ne faudra pas attendre l'an 2731 pour qu'apparaissent les premières victoires. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Il y a 2000 ans, 3 rois venus d'Orient apportaient à un nouveau-né appelé Jésus de l'encens, de la myrrhe et de l'or. De l'or. À l'évidence, les rois savaient à qui ils s'adressaient pour faire à un nouveau-né un aussi beau cadeau. Assurément, le cadeau le plus magnifique et le plus précieux que l'on puisse faire, et c'était il y a 2000 ans. Depuis cette époque, l'or est toujours resté le plus royal des métaux. Actuellement, il brille à nouveau de tout son éclat. Le cours du métal jaune s'envole vers le ciel et va rejoindre l'étoile de nos 3 rois venus d'Orient. Actuellement, il est à son plus haut niveau depuis 2013, en prenant 25% en 6 mois. Comme nous le savons tous, l'or est un métal refuge par excellence en période de crise, surtout depuis que les obligations d'État, autres placements réputés sûrs, ne font plus recette. Il faut dire que la confiance ne règne guère dans les finances publiques et qu'un État, aussi puissant soit-il, n'est jamais à l'abri un jour d'un défaut de paiement. Le lingot, lui, a le mérite d'être là, solide, et dégage un éclat rassurant. Les investisseurs lui renouvellent donc actuellement toute leur confiance, ce qui traduit leur grande méfiance vis-à-vis des monnaies papier. Et nous ne pouvons que les comprendre. Les banques centrales, elles aussi, l'ont bien compris. Et elles participent, elles aussi, à la hausse des cours. La moitié des banques centrales dans le monde s'adonnent au petit jeu de l'achat de l'or. Pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Il est assez logique que la Chine ou la Russie n'aient aucune envie d'entasser des dollars à ne plus savoir où les mettre. Mieux vaut des bons gros lingots bien dodus que l'on peut contempler et toucher avec concupiscence, plutôt que des billets de banque qui pourraient un jour ne servir qu'à allumer son feu de bois, comme ce fut le cas de la monnaie allemande après la Première Guerre mondiale. La palme revient aux Hongrois, qui ont récemment multiplié leur stock par 10 en une seule année. Bon, il faut dire qu'ils partaient d'assez bas. Il faut vraiment s'appeler Nicolas Sarkozy pour ne pas avoir vu l'intérêt pour notre pays de conserver un stock d'or significatif et pour l'avoir bradé sur la place publique. Et combien qu'il a bradé de tonnes de lingots d'or, notre Nico? Eh bien, il en a bradé 600 tonnes. Chapeau, Nico! C'était il y a 16 ans, mais aujourd'hui, la France serait bien contente de les avoir dans ses coffres, ces 600 tonnes d'or. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Ce qui est lassant dans notre merveilleux pays, c'est que les mêmes organismes officiels diffusent chaque année des bilans, des chiffres, des analyses systématiquement plus négatifs que l'année précédente. Nous aimerions de temps en temps crier « Youpi tralala, la vie est belle !» après avoir lu l'un de ces fameux rapports annuels. Hélas, au lieu du « Youpi tralala, la vie est belle », nous marmonnons dans notre barbe « patatras de patatras de patatras, tout s'écroule ». Pour ne plus marmonner dans sa barbe, il n'y a plus qu'une seule solution, se la raser. Bon, plus sérieusement, le dernier rapport de l'INSEE sur le bilan démographique 2019 ne donne pas du tout envie de danser la samba. La baisse des naissances en France se poursuit inexorablement depuis une demi-douzaine d'années. Ainsi, 750 000 bébés ont vu le jour en 2019. Rappelons le chiffre d'il y a quelques dizaines d'années, 1 million. 1 million, autrefois, 750 000 aujourd'hui. Pour un effondrement, c'est un effondrement. Nous savons que le simple renouvellement de la population imposerait que le taux de fécondité par femme soit de 2,1. En 2019, il n'a été que de 1,9. Phénomène aggravant, de nombreuses études croisées démontrent que le taux de fécondité n'est que de 1,5 chez les Français de souche contre 2,8 dans la population des femmes issues de l'immigration. Essayons de faire quelques projections pour définir ce que pourrait être la population de la France dans quelques dizaines d'années. Partons du principe, bien pessimiste mais bien réaliste, que rien de significatif ne sera fait par les classes dirigeantes pour redresser la situation. La natalité ne va donc pas se redresser. Et la politique immigrationniste aboutira à l'incorporation de 500 000 nouveaux arrivants chaque année. Il résultera de ces politiques que la population d'origine étrangère deviendra majoritaire dans notre pays dans une trentaine d'années environ. La question est finalement de savoir si les Français décideront un jour de reprendre ou de ne pas reprendre en main leur destin. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Avec la régularité d'une horloge suisse, les affaires de pédophilie se suivent et se ressemblent. Les médias, les maisons d'édition, Internet et j'en passe multiplient les confessions, les témoignages, les confidences et autres rumeurs sur le très sordide sujet de la pédophilie. À lire ou écouter tout cela, il se développe chez beaucoup d'entre nous une envie de vomir irrépressible. Les redoutables pervers qui s'attaquent impunément à ce qu'il y a de plus sacré, à savoir l'innocence et la pureté des enfants, devraient à l'évidence subir toutes les rigueurs de la loi. Ne rêvons pas. Le système politico-médiatico-juridique a l'art de protéger les pédophiles démasqués lorsqu'ils appartiennent à son sérail. Le système fera un peu de gesticulation pour endormir l'attention du bon peuple, puis passera à autre chose, ni vu ni connu, que je t'embrouille. Ce qui laisse à penser que le dit système peut générer des comportements pédophiles. Illustrons notre propos par l'exemple de Bernard Pivot, adulé pour sa culture encyclopédique, pour sa façon chaleureuse d'accueillir ses invités, pour sa mesure et son empathie. Pivot trouvait normal d'accueillir sur son plateau des personnages plus ou moins sulfureux et de plaisanter avec eux sur leurs déviances plus ou moins sordides. De la sorte, le respecté Bernard Pivot mettait bas, sans complexe et dans la bonne humeur, la protection des enfants. Nous pourrions multiplier les exemples de ce type. Cela dit, avec les gouvernements qui se succèdent et qui poussent toujours plus loin l'apprentissage de toutes les perversions sexuelles, notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Avec les médias qui poussent toujours plus loin l'exhibitionnisme de toutes les perversités dans ce qu'elles ont de plus cru.
avec les autorités morales, dont les églises catholiques et protestantes, qui refusent chaque année davantage de parler de morale sexuelle pour ne pas paraître ringard, avec les outils de communication comme le portable, qui sont de formidables machines à pervertir la jeunesse. Avec tout cela, la perversion sexuelle ne peut que se développer à grande vitesse et la pédophilie, qui en est la fille, voit se dérouler devant elle un splendide boulevard. Soyons-en sûrs, la sinistre affaire Matzneff est sûrement très représentative d'un grand nombre d'affaires de pédophilie éclaboussant le monde politique et médiatique. Désolé pour le pape François et pour sa miséricorde illimitée pour tous, nombreuses sont les personnes qui n'ont aucune envie d'afficher de la miséricorde pour tous ceux qui souillent ainsi la jeunesse. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.